Tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne avec nous. Merci d'être là. Je suis Geneviève Metz, je suis la directrice de Télécom Évolution. Télécom Évolution, c'est la marque de formation continue de 3 écoles d'ingénieurs parmi les plus prestigieuses, l'IMT Atlantique, Télécom Paris et Télécom Sud Paris. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce titre et je voudrais introduire le 20e Télécom Paris Talks. Les Télécom Paris Talks sont des conférences qui sont organisés en partenariat entre Télécom Évolution et des groupes thématiques des anciens élèves, des alumni de Télécom Paris. Donc, je laisserai juste après moi Didier introduire ce groupe thématique réseau et télécom des alumni de Télécom Paris. Et c'est une grande première aujourd'hui parce qu'on est en visio. C'est la première fois qu'on fait un Télécom Paris Talks en visio. Le dernier avait eu lieu en janvier l'année dernière et on a fait une grosse pause avec le confinement et la crise sanitaire. Donc, j'espère que tout va bien se passer et je laisse la parole à Didier. D'accord. Merci Geneviève. Donc, effectivement, je suis très heureux d'ouvrir ce séminaire, webinaire concernant les systèmes par satellite. Donc, effectivement, je fais partie du groupe réseau et services des anciens et on cherche chaque année des thèmes qui sont porteurs. Et on a assez vite identifié que le terme des nouveaux systèmes par satellite était assez porteur, qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient dans la presse, il y a beaucoup d'innovations et on se dit que c'est assez intéressant. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir réunir les personnes qui sont sur cet écran-là. En fait, je vous les représenterai rapidement tout à l'heure devant leur exposé, mais donc, je réunis un consultant qui connaît très bien le domaine, Damien Garot, le directeur technique de Telsat, le président directeur général de Thales Alenia Space, le responsable d'un opérateur suisse, Astrocast, qui va vous parler de sa constellation, et le CEO d'une start-up, Exotrel, qui est une start-up qui marche très bien, issue de nos écoles françaises. Voilà. Et puis donc, moi, je me présente rapidement. Je suis le fondateur de Cellesat, et après avoir fait une carrière chez Alcatel dans le domaine cellulaire, et ensuite chez Alcatel Space, devenu Thales Alenia Space dans le domaine spatial, on s'intéresse chez Cellesat à la convergence entre les systèmes cellulaires et satellites, ou toutes les évolutions intéressantes du cellulaire ou du satellite. Voilà. Donc, voici l'ordre et l'agenda de la soirée. Donc, en fait, j'introduis rapidement en quelques minutes le programme. Donc, le challenge qu'on va avoir, c'est de rester dans une durée d'1h30. Probablement, c'est assez pénible de suivre un séminaire qui dure beaucoup plus que ça. Et donc, on va avoir un certain nombre de présentations par les invités que je vous ai introduits. Et donc, chacun aura à peu près 10 minutes pour présenter ses planches. Et pendant ce temps-là, vous pouvez poser des questions, je vais y revenir, et ces questions vont être traitées pendant la table ronde qui sera entre 7h30 et 20h. Et donc, j'ai vraiment l'objectif de finir à 20h ou à quelques minutes près. On n'a pas trop envie de déborder au-delà. Voilà. Donc, le principe du webinaire, c'est bien le suivant, c'est que vous avez un outil qui apparaît en bas de votre écran, questions-réponses. Donc, on vous invite à poser des questions au fur et à mesure dans cet outil questions-réponses. Éventuellement, certains intervenants pourraient répondre directement si c'est une question qu'ils peuvent rapidement répondre. Toujours par écrit, les participants, à part les speakers, n'ont pas accès au micro ou à la vidéo. Et alors, par contre, à la fin, je vais rassembler les questions par thème. Je ne vais pas probablement passer toutes les questions, mais essayer de les rassembler par thème pour poser aux intervenants les questions qui ont été les plus importantes, si possible toutes, mais ça, je ne suis pas sûr. Si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, nous essaierons avec l'intervenant d'y répondre par mail ensuite pour que tout ait bien été traité. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, pour les petits trucs pratiques, vous pouvez choisir sur votre écran de voir que le speaker qui parle. C'est un mode qui peut être intéressant pour ne pas avoir tous les participants, tous les speakers tout le temps. Donc, vous pouvez choisir, il faut choisir un petit rectangle et on voit que celui qui parle, c'est plutôt bien pour suivre le webinaire. Voilà. Donc, je propose qu'on commence pour ne pas perdre de temps. Et donc, je vais introduire Damien Garot, donc, qui est un consultant que je connais bien puisqu'on a travaillé ensemble chez Alcatel Space. Ensuite, il a travaillé chez Eutelsat. Il a même travaillé aussi pour l'Agence spatiale européenne.
Ensuite, dans le cadre d'Enquête Espèce, il a participé à Skybridge, donc, qui est une première constellation qui a été imaginée il y a maintenant près de 20 ans. Ensuite, en tant qu'ingénieur chez Eutelsat, il a participé à la mise en place de partenariats entre Facebook et le secteur spatial. Ce qui est intéressant de voir comment les GAFA, en fait, depuis pas mal de temps, s'intéressent au spatial, et Facebook en particulier. Et puis, Damien, récemment, a créé la société de consultants Jansky Partner, auquel il croit beaucoup au développement du secteur spatial à l'aide de start-up et peut-être la mise en place de nouvelles manières de se développer dans le spatial. Et je pense qu'il va bien nous en parler maintenant. Voilà, donc je vais laisser la parole à Damien et je vais passer ses planches pendant ce temps-là. Vas-y Damien, s'il te plaît. Merci Didier et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être à ce panel et j'ai compris qu'il ne fallait pas être pénible. Donc, pour l'intérêt de tous, je vais essayer de rendre la présentation intéressante. Et comme vous l'avez compris, je viens du secteur spatial commercial dans lequel j'ai œuvré depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai envie de vous parler chiffres. Et Didier, donc, je t'invite à passer au slide suivant pour vous parler de l'économie spatiale mondiale aujourd'hui. Et par an, elle représente 366 milliards de dollars. Et je vais vous décrire les principales masses. En haut à gauche, vous avez donc le gouvernemental qui correspond à un quart environ de l'économie. Et c'est normal qu'on commence par le gouvernemental puisque finalement, historiquement, le spatial vient de l'ambition des gouvernements. Vous vous rappelez tous la course à la Lune entre les Américains et les Soviétiques, par exemple. Aujourd'hui, si les budgets en propre correspondent à un quart de l'économie spatiale, il faut bien comprendre que les institutions ont un pouvoir d'influence beaucoup plus important du fait des réglementations, d'une part, mais aussi du fait de leurs commandes. Un acteur comme SpaceX, dont on va sûrement vous parler lors de ce panel, et dont vous avez sûrement entendu parler dans la presse, puisque c'est cette société qui est capable de ramener le premier étage de leur fusée à terre, à la façon de Hergé et de Tintin. Donc, cette société, finalement, elle a pu émerger grâce au soutien actif de la NASA et du DoD américain, du département de la défense américaine. Donc, voilà pour le gouvernemental aujourd'hui. La deuxième tranche en mauve est le secteur sol, en bas du camembert. C'est la tranche qui est associée à tout ce qui reste à terre, comme les puces GPS de vos téléphones ou les puces Galileo pour l'Europe, bien sûr. C'est intéressant de comparer cette portion mauve avec la portion verte qui est à gauche, voilà, merci Didier, qui elle représente l'ensemble des lancements et des constructions de satellites. Et le ratio est de 7 entre la construction et le lancement des satellites et donc tout le reste du segment sol. Mais finalement, ce n'est pas parce que c'est comparativement plus petit que cette construction et ce lancement du satellite n'est pas essentiel au spatial, bien sûr. Sans satellite GPS, il n'y a pas de puce GPS ou Galileo qui fonctionnerait dans vos téléphones. C'est exactement comme l'agriculture, c'est quelques pourcents des actifs en France qui nourrissent l'ensemble de la France. Donc, c'était cette deuxième tranche. Ah, je n'ai pas fini Didier, on va parler des télécoms, qui est finalement le sujet de notre panel. Les télécoms, donc à droite, un tiers de l'économie spatiale, et une application qui finalement tire toute cette télécommunication spatiale, c'est la télévision par satellite, avec les paraboles que vous connaissez bien, même si ce marché aujourd'hui est remis en cause avec des nouveaux usages, comme ceux que vous avez, vous et moi d'ailleurs, avec Netflix ou YouTube. Voilà. Et là, on peut passer à la slide suivante, Didier. Voilà. Alors, moi, quand j'étais en école d'ingénieur, et si je vous parle de ça, c'est que je comprends que dans l'auditoire, ce soir, on a beaucoup d'élèves ingénieurs. Moi, quand j'ai appris à faire des satellites et des fusées, on m'a expliqué que les technologies spatiales prenaient beaucoup de temps, d'argent et d'expertise pour être développées. Et que les améliorations, finalement, se faisaient à petits pas. Finalement, c'était logique. Les enjeux sont colossaux. Hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, un projet de satellite de télévision coûte plusieurs centaines de millions d'euros, prend environ 3 ans entre le moment de la décision de l'investissement jusqu'au début de son opération en orbite, et puis devra fonctionner au moins 15 ans. Donc, concrètement, on a besoin de quelque chose de fiable, avec beaucoup de redondance.
Néanmoins, les choses ont récemment changé. Quand je dis récemment, c'est dans les 10 dernières années ou même moins. La première chose, c'est que le coût de l'accès à l'espace, lui, a baissé. Et des acteurs comme SpaceX ont d'ailleurs amené clairement la baisse des prix. Le deuxième facteur essentiel dans cette révolution du New Space, donc finalement, c'est cette fameuse arrivée de l'innovation, c'est que dans l'espace, c'est que la miniaturisation et la digitalisation qui avaient déjà balayé les télécoms terrestres sont maintenant arrivées dans le spatial. Une des photos d'ailleurs est celle d'un petit satellite. Fabien, je parle sous ton contrôle, mais je comprends que c'est un des satellites Astrocast. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ce satellite, j'ai laissé l'image de la boîte de tournevis à côté. Voilà. Donc, il faut faire évidemment attention entre le satellite de télévision dont je vous ai parlé juste à l'instant et ce satellite. Bien sûr, on a deux choses très différentes qui ne font pas du tout les mêmes missions, mais néanmoins, ça veut surtout dire qu'on accède à l'espace et qu'on opère depuis l'espace plus rapidement, plus facilement et pour bien moins cher. Donc, c'est ça le deuxième critère essentiel du New Space. Le troisième élément est légèrement différent. C'est finalement l'entrée de nouveaux acteurs. Didier, tu parlais des GAFA et de Facebook dans ce que j'avais pu faire précédemment. Et en effet, on a maintenant des acteurs comme Amazon qui arrivent dans le secteur spatial avec la volonté d'utiliser le secteur et les télécoms spatiales différemment du passé, avec des moyens très importants et des modèles de revenus qui eux-mêmes diffèrent. Alors, pour moi, il y a deux conclusions dans l'arrivée de ces nouveaux acteurs. C'est d'abord l'accélération des changements dans le secteur. Et surtout, finalement, ces acteurs vont aussi flécher l'investissement privé, parce que vous allez le comprendre dans un instant, c'est aussi parce que des tiers, des investisseurs vont parier sur l'innovation du spatial que finalement, aujourd'hui, le New Space émerge. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans cette dynamique. Le dernier point, c'est la prise de risque. Et ça, pour moi, la prise de risque, c'est quelque chose d'inhérent finalement au New Space, finalement à toute l'innovation terrestre, mais par rapport à ce que je vous ai témoigné de mon expérience d'élève-ingénieur, aujourd'hui, on peut se permettre de lancer un satellite parce qu'il coûtera moins cher à remplacer, il sera remplacé plus rapidement, et d'ailleurs, on en profitera pour mettre à jour le nouveau satellite avec les dernières évolutions technologiques disponibles à terre. Voilà. Slide suivant, Didier, s'il te plaît. Oui, je vais y arriver, j'espère. Voilà. Voilà, alors finalement, cette page, elle résume en deux images ce qui se passe aujourd'hui dans le spatial. Alors, je commencerai par la droite, avec plusieurs types de réseaux de télécom spatial. Le premier, c'est ce qu'on appelle les satellites géostationnaires. Vous pouvez voir donc à droite de l'image les Géo, Léo, Méo et HAPS. Je vais venir dans un instant, mais finalement, les satellites géostationnaires sont ceux qu'on connaît bien. Ils ont une vitesse de rotation dans le plan équatorial qui est égale à la vitesse de rotation de la Terre, donc ils apparaissent comme fixes vis-à-vis d'un observateur au sol, ce qui est très pratique pour toutes les antennes qui vont être braquées vers ces satellites. Elles sont faciles à développer, elles ne sont pas chères à mettre en place. Donc, ces satellites-là existent depuis longtemps et aujourd'hui sont capables de fournir des tas d'applications, que ce soit pour la télévision, mais aussi pour l'accès à Internet, la connectivité chez soi ou dans les avions et les bateaux. En plus de cela, on a maintenant des constellations de satellites non géostationnaires, donc comme les MEO, Medium Earth Orbit. Donc, c'est des satellites qui ont une altitude de 2000 à 10 000 km d'altitude. Donc, ces satellites ne vont pas être fixes par rapport à la Terre. Et pour fournir un service continu, on aura donc besoin d'une constellation qui va tourner en permanence autour de la Terre et des utilisateurs. Alors, l'intérêt d'avoir des satellites MEO, comme ceux que possède aujourd'hui SES avec sa constellation O3b et bientôt mPOWER, c'est que ces satellites étant plus proches de la Terre, le signal met moins de temps à passer, donc on a des temps de latence exprimés ici en millisecondes en aller-retour de 120 millisecondes, ce qui permet d'avoir un certain nombre d'applications qui passent beaucoup plus aisément, comme par exemple des applications du type B2B ou d'utilisation du cloud. Voilà. Il faudrait que tu accélères un peu, hein, parce que
Désolé, le sujet est passionnant, Didier. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, la troisième orbite, c'est les LEO, les Low Earth Orbit. Vous avez donc quelques exemples de constellations qui ont déjà été reliées par la presse. Clairement, ces satellites sont très proches du sol. Il faut beaucoup plus de satellites pour amener une couverture complète. Et la latence, elle, est encore améliorée par rapport aux satellites MEO. Et dernier type de constellation, ce sont les constellations qui sont des engins stratosphériques, des drones, des ballons, dirigeables ou non d'ailleurs, qui eux donc, opèrent entre 20 et 60 km d'altitude. Un bon exemple, ce sont les ballons de Google, les ballons Loon qui sont utilisés pour fournir des services de communication mobile. Voilà. Donc, plein sur la partie gauche. Un foisonnement donc de projets. J'y arrive, Didier, j'y arrive. Mais aussi, finalement, pourquoi tout cela est possible? C'est parce que des levées de fonds et des investissements sont effectués par des acteurs externes. Et vous voyez donc finalement un florilège aujourd'hui qui a été établi par un fonds d'investissement sur la maturité de lever des fonds de différents acteurs, avec tout en haut OneWeb et SpaceX, deux constellations en Low Earth Orbit, LEO, mais bien sûr des tas d'autres acteurs, et j'imagine que Fabien ou David pourront nous parler de cela plus en détail. Voilà. Donc au final, et je terminerai par ce slide, Didier, le slide suivant donc. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe? Parce que finalement, cette évolution, on l'a vu, elle est à la fois technologique, elle est dans les modes de financement, dans le type d'acteurs. Donc, pour l'Europe, ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, des choses sont déjà enclenchées. Et les projets structurels sont capables d'être des locomotives de l'industrie spatiale européenne. On a par exemple des GovSatcom, donc des constellations de satellites pour répondre aux besoins gouvernementaux européens, mais aussi, et c'est Thierry Breton, le nouveau commissaire européen, qui parlait d'une constellation quantique pour amener des communications quantiques par satellite. L'Europe voulant se doter d'un réseau quantique totalement sécurisé, il utilisera à la fois des télécommunications terrestres, mais aussi un segment spatial. Et ça, c'est une véritable opportunité aujourd'hui pour le secteur et le secteur spatial. Un deuxième point qui me semble essentiel, c'est finalement les nouvelles règles, parce que, et c'est Thierry Breton qui le disait, l'ère de la naïveté est terminée. Si on veut soutenir ce secteur qu'on considère stratégique, il faut donc le soutenir. Et la première façon de le faire, c'est d'acheter européen. Donc, avoir l'idée et la règle que d'acheter un lanceur européen lorsqu'on veut lancer son satellite, peut être une bonne chose pour le secteur spatial. Une autre bonne chose pour le secteur spatial serait d'encourager ces nouveaux entrants, ces startups ou ces petits acteurs à pouvoir se développer aussi par la commande gouvernementale européenne, avec un Buy Small Business Act, par exemple. Je laisserai David et Fabien commenter là-dessus. Le troisième point, et vous l'avez compris, les financements sont consubstantiels du développement du New Space. Et donc, la Banque européenne d'investissement a déjà des programmes qu'elle est en train de changer d'ailleurs et adapter aux besoins spatiaux spécifiques, mais d'autres fonds, des fonds verticaux qui vont être à la fois financés par des gouvernements, mais à la fois des acteurs privés sont en train de naître pour accompagner le développement des startups européennes. Et ça, c'est essentiel si on veut vraiment opérer dans le long terme. Et je finirai sur cette conclusion, Didier. Donc, pour moi, la révolution du spatial en Europe, elle passe aussi par des nouvelles façons de penser. Je parlais de la prise de risque tout à l'heure, qui est maintenant beaucoup plus facile à prendre dans le secteur spatial. L'autre point qui me semble essentiel, c'est que le spatial doit maintenant finir de sortir de sa bulle pour s'imbriquer totalement dans la société digitale et terrestre. C'est donc des logiques d'écosystème qui vont prévaloir maintenant pour le futur du spatial. Je te remercie, Damien. Donc, je vais passer la parole à Johan Leroy, qui est directeur technique de l'opérateur Eutelsat. En fait, Johan a rejoint Eutelsat en 2010. Il était directeur de la stratégie, directeur de l'ingénierie, secrétaire du comité exécutif. En 2014, il est même devenu directeur général délégué, en 2017, après avoir été directeur technique. En fait, ce qui m'a mentionné, c'est que Johan va quitter le groupe Eutelsat à la fin de l'année, mais il a quand même bien voulu participer à ce séminaire que l'on avait imaginé et préparé ensemble. Donc, Johan est ingénieur des mines, diplômé de l'école polytechnique,
Il a travaillé aussi à la direction générale de l'industrie et il a été membre du cabinet de François Fillon en 2007. Voilà. Johan, je te passe la parole et je vais peut-être aussi avancer tes planches. Voilà le plan de tes planches. Merci Didier, bonsoir à tous. J'ai préparé quelques slides que j'ai organisés en 4 thèmes que je n'aurai le temps que de toucher du doigt, mais j'espère que ça servira à alimenter la réflexion et à susciter beaucoup de questions. Dans la première partie, je voudrais évoquer la double rupture à laquelle le secteur des télécommunications par satellite est actuellement soumis. Cette double rupture en forme de destruction créatrice, elle est source de menaces pour les acteurs existants, opérateurs de télécom par satellite comme Eutelsat, mais c'est ce que je voudrais évoquer dans la deuxième partie, c'est, je pense, aussi une source de formidables opportunités. Une de ces opportunités, c'est l'accès à Internet par satellite en complémentarité avec les réseaux terrestres. Et la question que je voudrais aborder dans la troisième partie, c'est l'adéquation des projets de constellation en orbite basse que Damien a évoqué pour répondre à ce besoin, ou si les bons vieux satellites géostationnaires, ceux qui ont fait le succès des opérateurs de satellites pour la diffusion de la télévision, ont encore leur mot à dire. Et dans la quatrième partie, je voudrais poser une question volontairement provocante pour susciter le débat. La question, c'est de savoir si, dans ce contexte de double rupture, l'industrie spatiale européenne, qui occupe aujourd'hui une position de leader mondial, l'industrie spatiale, c'est une des rares industries de pointe dans laquelle l'Europe occupe encore une position de leader, si dans ce contexte, l'industrie européenne a encore un avenir. Donc, si on passe sur la planche d'après, donc je commence par la double rupture. La première rupture à laquelle le secteur est soumis, si tu peux encore cliquer une fois, s'il te plaît, Didier, c'est une rupture de marché. Cette rupture est tirée par les usages, comme illustré sur la partie droite de la planche. Damien l'a évoqué rapidement aussi. C'est une surprise pour personne. Les offres proposées par des acteurs comme Netflix ou Amazon Prime connaissent un succès grandissant avec de nombreux utilisateurs et c'est cette augmentation très rapide, cette évolution très rapide des usages ou des modes de consommation de la vidéo commence à avoir un impact sur les chaînes de télévision et par effet domino ou par effet ricochet sur les opérateurs de télécommunications par satellite. Alors, la part que représente le satellite comme infrastructure de diffusion de la télévision augmente à la fois en valeur absolue, en termes de nombre de foyers, et même en part relative portée par les marchés émergents pour lesquels le satellite est souvent la seule infrastructure permettant d'accéder à la télévision. Mais on constate pour la première fois depuis longtemps un tassement du nombre de chaînes de télévision qui sont diffusées par satellite, comme l'illustre le graphique de la partie gauche de cette slide, ce qui peut difficilement être ignoré et qui représente objectivement une menace à long terme pour les opérateurs de télécom par satellite. J'y reviendrai. La deuxième rupture, si on peut passer sur la planche d'après, merci Didier, c'est une rupture qui est, elle, poussée par la technologie, poussée par le New Space. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, de commenter cette slide en détail, mais ce que je peux dire, c'est qu'en l'espace de quelques années, un nouvel acteur a divisé par plus que 2 le coût d'accès au lancement. Donc, l'accès à l'espace, dans une certaine mesure, se démocratise, d'autant que cela est renforcé par les progrès de certaines technologies, notamment des technologies de propulsion, dont David parlera sans doute un peu plus tard, ou des technologies permettant la miniaturisation, si bien que les satellites sont désormais lancés par grappe de 60 par SpaceX et que d'ici sans doute 24 mois, il y aura dans le ciel 10 fois plus de satellites artificiels qu'il y en avait il y a encore peu. Alors, le LEO est source de bouleversement, enfin profite à fond de ces progrès technologiques, mais le géo n'est pas forcément en reste. Sur la partie gauche de cette planche, j'espère qu'Hervé m'en saura gré, j'ai donné 2 images de satellites Thales, en commençant par le satellite Connect VHTS en bas à gauche,
qui est un satellite qu'Eutelsat a commandé à Thales il y a 2 ans de cela, et qui va permettre de diviser par 100 le coût de la bande passante la bande passante satellite par rapport à ce qu'elle était il y a une dizaine d'années. Et du côté de l'introduction des technologies numériques, le prochain concept de satellite Thales, sans doute que Hervé en reparlera, permettra une reconfiguration complète en orbite de la mission, ce qui autorisera peut-être la révolution de notre industrie et lui permettra de passer de l'artisanat de haute technologie qu'elle est aujourd'hui à la production en mini-série ou en série tout court. On peut passer sur la planche d'après, Didier. Oui. Donc, cette double rupture, elle est évidemment source de menaces. Un opérateur comme Eutelsat génère encore aujourd'hui les 2/3 de ses revenus par la vidéo. Et donc, j'ai évoqué que l'évolution des usages menaçait potentiellement à terme ce business-là. Mais cette situation n'est pas spécifique à Eutelsat. Si je prends l'exemple de SES, l'opérateur de télécommunications par satellite luxembourgeois, leader mondial, il est exposé à peu près autant qu'Eutelsat à ce business de la vidéo. Et d'ailleurs, les marchés financiers considèrent cette double rupture objectivement comme une menace, puisque le cours de bourse de ces deux sociétés cotées a beaucoup souffert ces dernières années. La valeur de l'action Eutelsat a été divisée par 3 au cours des 4 dernières années. Et si je corrige le cours de bourse de SES de l'effet d'aubaine que constitue le chèque que SES va recevoir de l'administration américaine en échange de la libération anticipée d'une partie du spectre bande C que SES utilise aujourd'hui sur les US et qui va servir à l'accélération du déploiement de la 5G dans le pays, c'est plutôt une division par 10 de la valeur en bourse de SES à laquelle on a assisté au cours de ces 4 dernières années. Si on passe sur la planche d'après, donc objectivement c'est une menace, mais en même temps cette évolution des modes de consommation se traduit par une explosion des besoins en bande passante. Et cette explosion des besoins en bande passante, elle peut être servie par l'industrie spatiale, par le satellite, du fait des progrès de plus en plus rapides de la technologie. J'ai déjà évoqué la division par 100 en 10 ans du coût de la bande passante satellite fournie depuis le géostationnaire. Ces évolutions, ces progrès permis grâce à la technologie, ils vont se poursuivre et donnent par conséquent une vraie opportunité pour l'industrie de saisir cette opportunité liée à l'explosion des usages. Si on passe sur la planche d'après, il me semble que la bonne manière, et encore un clic s'il te plaît, la bonne manière pour le satellite de saisir cette opportunité, c'est de travailler dans une logique de complémentarité avec le terrestre. La première complémentarité, elle est au niveau des usages dont j'ai déjà parlé. La consommation délinéarisée de contenu prend progressivement de l'importance au détriment du linéaire, mais cela ne signifie pas forcément la mort du linéaire, la mort de la télévision. D'ailleurs, les acteurs que j'évoquais, Netflix, Amazon, pour le premier, certes à titre expérimental, mais quand même lancent des chaînes de flux, et pour le second, comme vous le savez sans doute, il achète des droits sportifs dont la valeur réside dans la transmission en direct des événements. Alors, c'est fort de ce constat que Eutelsat a développé une plateforme hybride, DTH-OTT, qu'on a appelée Eutelsat Cirrus, et qui est à destination des plateformes de télévision du monde entier, leur permettant non seulement d'améliorer l'expérience utilisateur, de moderniser l'offre de télévision par satellite en rendant notamment les contenus accessibles sur d'autres supports que la télévision principale, hein, sur les tablettes, etc., mais complétant l'offre de télévision linéaire par des contenus non linéaires fournis par satellite ou par voie terrestre
de type catch-up ou SVOD. Ça, c'est la première complémentarité. La deuxième complémentarité qui est illustrée sur la partie droite de la planche, c'est une complémentarité géographique. La beauté avec le satellite, c'est que le coût de la fourniture du service ne dépend pas de la localisation de l'utilisateur. Alors que pour les réseaux terrestres, qu'ils soient filaires ou wireless, ce coût a tendance à augmenter de manière exponentielle à mesure que la densité de la population décroît. Ça veut dire concrètement qu'il y a une frange de la population pour laquelle c'est le satellite qui représente l'infrastructure la plus adaptée pour apporter la connectivité à Internet. Et le potentiel est très significatif. Les études de marché évoquent un potentiel de plusieurs millions de foyers à l'horizon 2030 pour l'Europe et un marché au total d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards d'euros au niveau mondial. Alors, cette opportunité, je voudrais juste discuter dans la troisième partie de la question de savoir quelle est la meilleure orbite pour l'adresser. Alors, si on prend le sujet sur un plan purement économique, d'analyse économique, les constellations, Léo, ne paraissent pas adaptées au jour d'aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas si simple, parce que la rentabilité, ce n'est pas forcément un objectif pour certains des acteurs qui poursuivent ces projets, où cette rentabilité, ils ne la regardent pas uniquement aux bornes de l'infrastructure dans laquelle ils investissent, ils intègrent également les retombées indirectes, c'est pour être le cas notamment d'Amazon, qui découlerait de l'augmentation du nombre de personnes qui sont connectées à Internet et donc utilisateurs potentiels des services qu'Amazon propose par ailleurs. Et certains de ces acteurs, certes, ont une analyse de rentabilité, mais raisonnent sur le très long terme. Or, si on regarde à long terme, il faut s'attendre à ce que la compétitivité de l'orbite basse s'améliore de manière absolue, de manière très significative grâce aux progrès technologiques que j'évoquais, mais également en termes relatifs par rapport au géostationnaire. Et donc, la question qu'il faut se poser, de mon point de vue, ce n'est pas de savoir si un opérateur de télécommunications par satellite géostationnaire, historique, donc géostationnaire, devrait s'intéresser au LEO, mais plutôt quand est-ce qu'il devrait s'y intéresser. Le faire trop tôt, ce serait risquer d'essuyer les plâtres, mais le faire trop tard, ce serait évidemment risquer d'arriver après la bataille. Et donc cette question, évidemment, l'Europe se la pose, Telsat se la pose, mais l'ensemble des acteurs de la filière se la pose. Et la réponse n'est pas évidente. Et à première vue, ce n'est pas gagné pour l'Europe. D'abord, les projets existants, tous les projets existants ne sont pas vraiment européens. Ensuite, l'Europe a un peu d'argent, mais en proportion beaucoup moins d'argent public, mais aussi beaucoup moins d'argent privé qui est disponible pour se lancer dans un tel projet. Et troisièmement, l'Europe joue avec un certain nombre de handicaps par rapport aux États-Unis ou par rapport à la Chine. Je donne juste deux exemples rapidement. Le premier, c'est la règle du retour géographique qu'imposent les règles en vigueur du côté de l'Agence spatiale européenne, qui font qu'un projet de nouveau lanceur comme Ariane 6 définit une base industrielle qui est plus motivée par la localisation des sous-traitants que par leur compétitivité ou leur capacité à fournir les technologies qui sont requises. Le deuxième exemple, c'est que la chaîne de valeur européenne est très morcelée. Et du côté public, il y a plusieurs agences européennes. Il y a l'ESA, il y a aussi la Commission européenne et des agences nationales qui cherchent à se coordonner, mais qui ne sont pas toujours parfaitement alignées. De l'autre côté, juste si tu peux revenir sur la slide d'avant, de l'autre côté, on a du côté donc américain comme du côté chinois, des acteurs qui sont verticalement intégrés et donc une seule et même entité qui est en charge des lancements, de la conception, de la fabrication des satellites, de leur opération, de la fabrication des terminaux utilisateurs qui sont nécessaires pour produire le service et de la commercialisation. Alors, à première vue, ce n'est pas gagné, sauf qu'un combat n'est jamais perdu d'avance. L'Europe
a de nombreux atouts. Elle a les compétences nécessaires, elle a les connaissances nécessaires. Elle a certes moins d'argent, mais elle a des idées. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le pouvoir politique semble avoir pris conscience des enjeux. Damien l'a évoqué, Thierry Breton a identifié ce sujet de constellation européenne comme particulièrement important. Et donc, c'est à l'industrie européenne et notamment à l'industrie française de se montrer désormais à la hauteur. Merci. Bien. Je te remercie. Je propose d'avancer pour avoir le temps de passer tous les exposés. Donc, je vais passer la parole à Hervé Derey qui va nous expliquer comment l'industrie justement européenne répond à ce challenge déjà aujourd'hui. Donc, Hervé est devenu le PDG de Thales Alenia Space au mois de février de cette année. Précédemment, il était directeur général adjoint de l'activité système d'information et de communication sécurisée au sein du groupe Thales. Encore précédemment, il a travaillé dans les activités mobiles et fixes d'Alcatel. C'est à cette occasion que j'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Voilà. Hervé est aussi diplômé de l'École polytechnique et de Télécom ParisTech, justement. Et il a aussi un diplôme de l'Institut des hautes études de défense nationale. Voilà. Hervé, à toi la parole. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler effectivement de ce domaine. Alors, un certain nombre de sujets ont déjà été abordés, donc je vais essayer de ne pas être redondant par rapport aux présentations précédentes. Donc, Thales Alenia Space, en 2 mots, est un des leaders mondiaux dans le domaine des satellites. On doit être dans les top 3 aujourd'hui et atteint vraiment un niveau d'excellence aussi bien dans le domaine des télécoms que de l'observation, de la navigation et de l'exploration. Alors, je propose qu'on passe à la planche suivante. Donc, Didier m'a demandé de parler des Software Defined Payloads, qui sont un peu un des enablers, justement, pour accompagner ces modifications de marché qui ont été évoquées précédemment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le monde des satellites, les satellites télécoms, à l'origine, c'était des bêtes dump pipe, c'est-à-dire un tuyau qui prend un signal à un endroit et le retransmet à un autre pour établir la connexion entre ces 2 points, mais sans aucun traitement sur ce signal, uniquement une simple retransmission. Alors, depuis un grand nombre d'années, depuis plus de 10 ans, nos clients, les opérateurs, souhaitent qu'on introduise une forme de flexibilité dans ces satellites pour qu'ils puissent faire plus que ça. Il se trouve que cette technologie, on va dire, justement de traitement, coûtait cher. Elle coûtait environ, pour un satellite donné, ça représentait un surcoût d'environ 70%. Et ce qui faisait que ce type de technologie n'était appliqué que dans le domaine des satellites militaires, ou principalement dans le domaine des satellites militaires, ou par les opérateurs qui utilisaient des systèmes à bande très étroite. Alors, on a travaillé, on a investi dans des nouvelles technologies, des technologies durcies qui puissent supporter les radiations, qui puissent être emportées dans des satellites, et ce qui nous a permis de mettre en place ce qu'on appelle des processeurs digitaux et qui ont apporté une certaine forme de flexibilité. Et cette flexibilité, ça a été expliqué un peu plus tôt, l'évolution du marché, l'évolution récente du marché pousse vers davantage de flexibilité, puisque ce que l'on voit, alors ça a été dit, on passe d'une TV binaire vers des besoins de type over the top, donc la SVOD en particulier. On a également, en termes d'évolution de marché, une évolution vers la mobilité. Bon, je pense que la plupart des évolutions de marché vous ont été décrites, mais tout ça appelle à plus de flexibilité, puisque si vous êtes investisseur, si vous êtes comme Eutelsat, vous investissez sur un satellite qui va avoir une durée de vie de l'ordre d'une 15aine d'années, et que vous savez que pendant cette durée de vie, eh bien, une partie des usages va évoluer, donc en passant par exemple du broadcast au broadband, eh bien, il faut que vous puissiez justement faire évoluer votre satellite pour qu'il prenne en compte cette évolution des missions. Et puis, il y a un certain nombre d'autres évolutions qui sont requises en matière ou en tout cas de flexibilité qui sont requises pour s'adapter au marché, en matière de couverture, de plan de fréquence, de densité des utilisateurs. Et donc, tout ça appelé à ce qu'on appelle maintenant des software defined payloads, c'est-à-dire une charge utile de satellite qui puisse être
modifié par satellite, être modifié à distance pour s'adapter aux différentes missions. Alors, je l'ai dit, parmi les technologies qui ont permis cela, il y a évidemment tout ce qui concerne les processeurs, mais il y a d'autres technologies, je ne vais pas toutes les lister, qui sont listées sur cette planche, qui ont permis cela. Un des éléments importants a été la miniaturisation et l'augmentation de la puissance des processeurs numériques, qui représente un impact aussi bien en termes de masse que de consommation, et ce qui fait que la propulsion, qui était historiquement une propulsion thermique, qui emporte des gros moteurs et également du carburant, de l'ergol, on a été obligé de passer vers une propulsion électrique qui a le mérite justement d'avoir un emport inférieur et également une masse inférieure, et qui a permis donc, je dirais, d'alléger les satellites pour remplacer, je dirais, toute cette partie du satellite par justement des nouveaux processeurs. Alors, le deuxième sujet dont Didier m'a demandé de parler, c'est le sujet des constellations. Alors, les constellations, c'est une aventure humaine, technologique et industrielle qui a démarré il y a une trentaine d'années. Didier fait partie d'ailleurs des acteurs de cette aventure lui-même. Et c'est une aventure qui n'a pas été couronnée que de succès, en fait. Il y a presque eu une malédiction à un certain moment dans ce domaine des constellations, avec beaucoup de constellations qui n'ont pas trouvé leur modèle économique et qui ont, je dirais, qui sont passées par une phase de faillite avant une reprise pour pouvoir exploiter finalement l'asset qui était déjà lancé. Alors, il y a quand même des exceptions et des exceptions positives. Vous voyez que Thales Alenia Space a été très impliqué dans cette aventure avec, je pense, aujourd'hui 100% des constellations totalement opérationnelles. La dernière en date, c'est Iridium Next. J'ai eu la chance de discuter il y a 2 jours avec le patron d'Iridium qui était très satisfait de cette constellation qui aujourd'hui est extrêmement profitable et qui apporte un service de mobilité de grande qualité. Alors, ce qui arrive derrière, c'est de nouveaux services, de nouvelles constellations pour adresser de nouveaux besoins. Ils ont été décrits précédemment par Johan. Évidemment, le broadband, mais aussi plus de mobilité avec des constellations 5G et puis l'IoT. Alors, si on regarde un petit peu, ça a été aussi dit précédemment, il y a plusieurs types de constellations et à chaque fois, c'est je dirais, un compromis entre la performance, le nombre de satellites, le niveau d'investissement. Ça commence par les MEO. L'avantage des MEO, c'est que vous pouvez avoir finalement assez peu de satellites. On parle de quelques dizaines de satellites. Ils sont situés environ à 7000 km d'altitude. Et ça permet donc d'offrir un service mondial sur une base d'un nombre de satellites relativement limité. En revanche, et un des avantages, c'est que vous prenez un satellite MEO et vous le mettez au-dessus de l'Atlantique, il peut communiquer respectivement avec l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, il n'est pas, on va dire, il n'a pas ce handicap d'avoir une partie de sa flotte qui est au-dessus de zones à très faible densité de trafic, comme ça peut être le cas pour les satellites LEO. Alors ensuite, effectivement, il y a les satellites LEO. Dans les 2 cas, les MEO et les LEO sont des satellites qui ont qui sont exposés à des niveaux de radiation très importants, et ce qui nécessite, je dirais pour nous, constructeurs de satellites, le fait de faire appel à des technologies fortement durcies, donc qui ont la capacité à résister à des niveaux de radiation élevés. Alors, ces nouvelles constellations, ce que j'ai mis dans les ongoing competitions, sont finalement des satellites à des orbites encore plus basses, aux alentours de 600 km d'altitude. Et une des caractéristiques de ces orbites plus basses, alors c'est évidemment une des conséquences du fait d'être très bas, c'est qu'il faut encore plus de satellites pour offrir une couverture mondiale complète. Mais un des intérêts également de cette altitude, c'est que le niveau d'exposition aux radiations est plus faible, ce qui fait qu'on peut utiliser des technologies commerciales, alors qui doivent être évidemment rigoureusement sélectionnées, et ce qui permet de réduire drastiquement le coût des satellites.
mais il faut en augmenter le nombre. Quand je dis drastiquement le coût de satellite, c'est-à-dire qu'un satellite dans ce type d'orbite, et je dirais les projets en cours, l'objectif pour le prix unitaire du satellite est de l'ordre du million de dollars, alors qu'il était bien plus important pour les satellites de type LEO classique ou MEO. Voilà, donc on voit que ce domaine va continuer à évoluer, va apporter, je dirais, des niveaux de service très intéressants, on l'a dit tout à l'heure, avec des latences très faibles et des débits très élevés. Mais c'est une logique industrielle qui est complètement différente parce que la durée de vie de ces satellites, en général, est aussi plus courte. On parle d'une durée de vie d'environ 5 ans, ce qui veut dire que le principe même de ces satellites de nouvelle génération, c'est finalement un renouvellement permanent. Les satellites meurent et se renouvellent et sont remplacés en permanence, ce qui veut dire au niveau industriel aussi une logique différente, plutôt qu'un projet, je dirais, qui a une durée de vie avec un démarrage et une fin. C'est une espèce de flux continu de satellites que vous allez envoyer en orbite pour maintenir la qualité, pour maintenir votre service, pour maintenir votre couverture et potentiellement rajouter au fur et à mesure des fonctionnalités. Alors, quelques mots peut-être sur le sujet suivant qui est le sujet de la 5G appliquée au réseau de constellation. Alors d'abord, je pense que c'est l'intégration on va dire, des constellations satellites dans le domaine de la 5G. Ça répond à une attente qui est le fait de couvrir des zones qui sont aujourd'hui non couvertes ou des usages qui ne sont pas applicables. C'est ce fameux marché des zones rurales dans les pays en voie de développement, que connaît très bien Didier, qu'on a beaucoup essayé de servir, qui est un marché difficile. Également le marché, on va dire, des zones blanches dans les pays développés. Et puis, plus généralement, le marché de la continuité de service, que ce soit pour les consommateurs ou pour des entreprises ou pour le marché verticaux. Pourquoi il est intéressant d'utiliser un standard comme la 5G, c'est que aujourd'hui, on ne l'a peut-être pas tout à fait dit, le marché de la communication satellite s'appuie sur des terminaux qui sont des terminaux non standardisés. En fait, c'est un monde propriétaire. Et qui dit monde propriétaire dit qu'on n'est probablement pas allé au bout de l'optimisation en matière de compétitivité. Quand je parle de compétitivité, je ne parle pas que de coût, je parle de coût et de fonctionnalité des terminaux. Comme l'a dit tout à l'heure Didier, moi j'ai un historique dans le monde des télécoms terrestres. J'ai démarré le GSM dans le début des années 90. J'ai été aussi au démarrage de l'aventure de la DSL en Europe. Qu'est-ce qui a fait le succès de ces technologies d'accès ? C'est fondamentalement le fait qu'on a standardisé les interfaces et qu'on a standardisé les terminaux, ce qui a permis, je dirais, sur ces marchés de consommateurs, de baisser de manière drastique le coût du terminal et de démocratiser ces services. On a la possibilité, avec la 5G, on aura la possibilité d'utiliser des terminaux du commerce pour accéder à des satellites pour les usages que je viens de décrire. Donc ça a démarré en 2019. Ça a été, je dirais que le Go a démarré fin 2019. Et vous le voyez, les 3GPP Release 17 et Release 18 vont intégrer dans le standard 3GPP les spécificités liées aux accès satellites pour la 5G, avec pour la Release 17 donc plutôt je dirais les terminaux classiques, et pour la Release 18 tous les services liés à l'IoT. Donc voilà, donc un formidable enjeu, une formidable opportunité qui pourrait être un des vecteurs de croissance des communications par satellite, de par cet accès à des terminaux, je dirais, grand public, low cost, en très grand volume. Je finis dans ma dernière planche par un sujet qui a déjà été évoqué, qui est le sujet de la souveraineté européenne en matière de connectivité, de constellation de connectivité. Donc, très gros enjeu, ça a été dit. Je pense qu'il faut bien se représenter le fait que les initiatives américaines de type Starlink, de type Kuiper, donc les initiatives d'Amazon, sont des initiatives, en tout cas si on parle de Starlink, c'est une initiative qui finalement
même si c'est présenté comme une initiative purement privée et financée par l'argent, par du financement privé, dans les faits, le modèle économique ne tournera que grâce à un soutien institutionnel américain. Ce soutien, ils l'obtiendront par le biais des commandes du ministère de la Défense américain et probablement aussi par un accès aux fonds liés au Digital Divide, tous les efforts pour financer la couverture des zones blanches auxquelles va avoir accès Starlink. Donc, de fait, ces constellations américaines vont exister. On sait que les Chinois se lancent également dans des projets du même type. Et si l'Europe, qui est vraiment aujourd'hui à l'état de l'art, qui est vraiment dans le domaine de l'espace au tout plus haut niveau, ne veut pas décrocher, il est important que l'Europe lance une initiative. Donc ça, je crois que le commissaire Breton l'a bien compris, avec un projet qui aujourd'hui n'est qu'un projet, on espère que ça sera, qui va se réaliser, un projet qui mêle à la fois une réponse aux besoins, on va dire, de souveraineté, aux besoins gouvernementaux de l'Europe, qui sont décrits sur la partie gauche de la planche, avec un certain nombre de services de gestion de crise, de communication gouvernementale, auxquels il veut associer des services commerciaux de type communication broadband, sous la forme d'un partenariat public-privé. Alors, ça se matérialise dans cette toute première phase par un premier marché d'études qui a été lancé par la Commission européenne, et pour lequel les acteurs européens de l'espace ont décidé de répondre ensemble pour justement montrer une très forte unité. Donc, c'est à la fois les acteurs industriels, dont Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space et OHB, mais également les opérateurs, et Eutelsat en fait partie, qui sont aujourd'hui, je dirais, dans un consortium, ont décidé de répondre à ce marché d'études pour affiner le besoin de cette constellation européenne, et puis pour pouvoir, je dirais, en assurer, à travers cette vision partagée, obtenir le soutien politique qui sera nécessaire pour financer ce projet, qui représente un investissement au total de l'ordre de 6 milliards d'euros, et que la Commission européenne, la vision de Thierry Breton dans le domaine, c'est parmi ces 6 milliards qu'il y en ait 2 qui soient financés par la Commission européenne, 2 par les États membres et 2 par le privé sous la forme d'un partenariat public-privé. Voilà, donc très beau projet qui pourrait être le 3e flagship européen après les deux grands projets que sont Galileo et les missions d'observation de la Terre Copernicus. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation, Didier. Je te remercie. Hop, avancer, bizarre. Voilà, une jolie photo. Donc, je vais passer la parole à Fabien Jourdan. Donc, j'ai essayé de trouver... maintenant, on va parler des startups. Il y a beaucoup de startups, en fait, comme on l'a entendu, qui se sont développées récemment dans le spatial. J'ai trouvé intéressant de faire intervenir un opérateur complètement startup lui-même, et donc Fabien Jourdan, qui est le CEO de l'opérateur de constellation Astrocast, c'est une société suisse. Fabien est ingénieur diplômé en génie électrique de la Haute École d'ingénierie de Suisse occidentale, et en fait, il a travaillé en relation avec l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, sur la mission SwissCube, qui a été mise en orbite en 2009, et il y a des satellites qui sont toujours fonctionnels 11 ans après. Pourtant, ce sont des tout petits satellites. Fabien poursuit sa carrière dans le domaine spatial, et il a travaillé sur les instruments scientifiques pour l'ESA, rover ExoMars, quelque chose dont on entend parler de temps en temps. Et puis, il a fondé Astrocast en 2014, qu'il a positionné dans la course à l'Internet des objets. Et effectivement, comme je l'ai déjà dit, Astrocast, c'est le premier opérateur de satellite, en fait, originaire de Suisse. Voilà, Astrocast. Et donc, Fabien, s'il te plaît. Merci Didier, merci de cette introduction et d'avoir invité la Suisse dans cette discussion. C'est un plaisir de participer à ce panel en compagnie d'experts. Donc tu l'as bien résumé, on a créé Astrocast en 2014. C'est le premier opérateur de satellite en Suisse dans le but de fournir une connectivité globale dans le domaine de l'Internet des objets. Et ce système se différencie des solutions existantes par des performances uniques au niveau de la puissance de consommation, des coûts, de la miniaturisation. Et donc, j'ai monté cette équipe d'experts en télécom, en IoT, en technologie NanoSat. On a levé environ 30 millions de dollars et on est environ 50 personnes maintenant
à travailler sur le déploiement de la partie commerciale. On vient de terminer la partie démonstration précurseur pendant une année, près de 2 ans en fait, avec 2 satellites en orbite. Et maintenant, on lance 5 satellites commerciaux et on débute notre commercialisation l'année prochaine. Tout d'abord en Europe, en Afrique et en Océanie, puis en Asie et sur les Amériques. C'est vraiment une transition fascinante qu'on est en train de vivre. Et je me fais un plaisir de vous expliquer un petit peu avec une lentille de celle de l'opérateur nanosatellite dans l'IoT, ce qu'on vit, comment on voit l'industrie et comment on voit les choses. On est encore jeune dans cette industrie, évidemment, et on a beaucoup de choses à apprendre. Mais comme vous pouvez le voir sur ce slide, on a ici les différents segments d'un opérateur nanosatellite dans la télécom. Alors, c'est tout à fait traditionnel, hein, ce qui est décrit sur cette planche-là. On a d'un côté le produit du client qui est équipé d'un module de communication et d'une antenne qui peut établir un lien avec le réseau de satellites. Ces satellites ensuite collectent ces données IoT partout sur Terre et les redescendent via un réseau de stations au sol. Ces stations sont connectées à une base de données sécurisée où nos clients, à travers une API ou un portail en ligne, peuvent aller télécharger leurs données. C'est un système qui fonctionne dans les 2 sens, hein, ça c'est très important. Donc, le client peut aussi envoyer une donnée vers l'objet qu'il a connecté. Et tout ceci est réalisé avec des nouvelles technologies dont je vais parler. Alors, en général, les opérateurs satellites ne fabriquent pas eux-mêmes leurs satellites, ni les terminaux de communication. En général, ils s'appuient sur des fournisseurs, des partenaires pour le faire. La particularité de notre approche, c'est qu'on développe et on gère tous les éléments du système, donc les modules, les satellites, tout ceci est développé, fabriqué in-house, sauf les stations au sol, où là, c'est un service qui est sous-traité. Cette tendance à la verticalisation, évidemment, elle s'observe de plus en plus chez les nouveaux opérateurs New Space, une verticalisation d'intégration qui est de plus en plus marquée. C'est une des tendances assez claires qui s'explique aussi parce qu'elle apporte de gros avantages. Tu peux passer au prochain slide. Ah ouais. Merci. Alors, après, ok, j'avance. Ok. Non, c'est celui-ci, tu peux revenir. Donc, les marchés. Il semble. Ouais. Donc, aujourd'hui, environ 10 à 15% de la surface de la Terre est couverte par des réseaux de type cellulaire ou LP1, donc des réseaux terrestres. Et le marché de l'IoT satellite, c'est un marché qui représente une extension de ces réseaux terrestres pour couvrir les 90% des zones éloignées en fait, qui nécessitent une connexion satellitaire pour transmettre leurs données. Donc c'est un marché qui est important, qui représente différentes études, mais qui représente quelques centaines de millions d'objets d'ici 2025, 2030. Mais c'est un marché qui a la particularité d'être très segmenté. Donc la difficulté, c'est de trouver les dénominateurs communs et d'être capable de s'adapter à ces différents segments avec des applications dans le maritime, pour les bouées de pêche, dans le oil and gas, pour tout ce qui est transport, mesure de pression, tête de pluie, réservoir de propane et autres. Tout ce qui est agriculture, livestock, hein, donc la gestion du bétail, le tracking du bétail, toutes les applications environnementales, stations météo, etc. Donc il y a une très très grande diversité de sous-segments. On parle de centaines de sous-segments. Et la difficulté, c'est d'adresser tous ces segments. Alors, les ARPU peuvent varier aussi beaucoup d'un segment à l'autre. On parle d'ARPU qui est aussi entre 1 euro et 10 euros par objet par mois. Et donc, il faut être capable de répondre à un maximum de segments. C'était l'objectif qu'on s'est fixé au départ en créant Astrocast. Un détail important, nous avons une approche qui est direct to satellite, donc on a vraiment un lien directement entre l'objet et le satellite. On n'est pas dans une configuration de backhauling, comme on le voit généralement avec les opérateurs géo notamment, et avec le broadband en général. Slide suivante, s'il te plaît. Alors voilà, j'ai mis ici ces 2 images, on en a déjà parlé. Hein. Vous voyez sur la droite les 5 prochains satellites que nous allons mettre en orbite avec SpaceX en janvier. Il s'agit donc de nanosatellites. Un nanosatellite, c'est un satellite qui fait moins de 10 kg. Hein.
Ceux-ci font moins de 5 kg. À la fabrication, ils nous coûtent environ 150 000 €. Donc, ces satellites vont être lancés en janvier avec SpaceX et nous permettront d'offrir notre premier service commercial global. Et bien sûr, l'image de gauche, vous voyez la Falcon 9 de SpaceX avec qui nous allons lancer et qui en fait représente bien, on en a déjà parlé, mais qui représente bien cette révolution du New Space. SpaceX a clairement été un catalyseur de cette révolution durant les 15-20 dernières années. Il n'y a jamais eu autant d'investissements privés qui ont été réalisés dans de très nombreux projets, très nombreux startups du domaine. Et je pense honnêtement qu'une société comme la nôtre, comme Astrocast, n'existerait probablement pas aujourd'hui si SpaceX n'avait pas joué ce rôle de catalyseur. Deuxième aspect, c'est que la création d'un standard de nanosatellites a été essentielle. En 99, le professeur Bob Twix de l'Université Polytechnique de Californie a mis au point le standard CubeSat. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 CubeSat qui ont été lancés. J'ai moi-même été formé en 2005-2006 sur ce standard en tant qu'étudiant. Et comme beaucoup d'autres, j'ai utilisé ces connaissances pour concevoir ensuite un business viable basé sur des nanosatellites qui utilisent des composants électroniques off-the-shelf et qui permettent de réaliser des choses assez exceptionnelles à des coûts très attractifs. Sur cette slide, vous voyez, ça vous donne une bonne échelle du satellite. L'avantage de cette taille, ils sont petits, faciles à tester sur place. Vous pouvez en mettre 5 ensemble dans une chambre à vide, comme vous le voyez sur l'image. Faire des tests rapides, ça augmente l'agilité, ça permet de réduire les surfaces de salles blanches, réduire les cycles de développement. Nous modifions nos satellites d'une génération à l'autre. Et notre objectif, c'est d'être capable de réaliser un satellite du papier jusqu'au flight model en moins de 12 mois. Donc cette agilité, elle est aussi très caractéristique du New Space, capacité de réagir très rapidement et de pouvoir aussi reprogrammer les satellites en orbite, de maintenir ainsi les meilleures performances en orbite. Slide suivante. Donc quelques mots sur notre constellation. On parle de 80 satellites qui sont répartis sur des orbites héliosynchrones principalement, avec quelques orbites équatoriales. Des systèmes qui sont complètement redondants. Du fait qu'on utilise des composants off-the-shelf, on peut se permettre d'avoir des doubles, triples redondances avec des approches aussi un peu nouvelles. On tolère l'échec, c'est-à-dire qu'on est capable de gérer une failure sur un sous-système ou sur un satellite complet. On a de la capacité supplémentaire en orbite qui nous permet de garantir la fiabilité du système. Ça aussi, c'est des phénomènes qu'on voit de plus en plus dans la conception des satellites. On a de la propulsion à bord. Cette propulsion nous permet non seulement d'éviter les débris lorsque c'est nécessaire, ou de déorbiter en fin de vie pour ne laisser aucun débris en orbite. Donc, on est capable de complètement supprimer le satellite. On est déjà à des basses orbites, donc même si on perd le contrôle du satellite, ce qui ne va pas arriver, mais dans le cas où ça devait se produire, eh bien, nos débris ne restent pas trop longtemps en orbite et on ne laisse pas de traces. Donc, je pense un point important aussi caractéristique qu'on voit, c'est que de plus en plus, les durées de vie de satellites sont réduites. Les plateformes ne sont plus produites maintenant pour tenir 20 ans, 15 ans, 20 ans en orbite. On voit, en tout cas, de notre côté de l'industrie, on est dans des durées de vie de 3 à 5 ans. Nos satellites peuvent très bien durer plus longtemps. En basse orbite, on n'a pas trop de problèmes avec les radiations. C'est plutôt les cyclages thermiques qui sont un aspect qui affecte les sous-systèmes. Mais notre objectif, c'est vraiment de remplacer ces satellites tous les 3 à 5 ans pour maintenir les meilleures performances en orbite. On a des technologies qui évoluent tellement rapidement au sol que c'est nécessaire qu'après 3 à 5 ans, un satellite devient obsolète. C'est nécessaire de le remplacer avec des nouveaux processeurs, des nouvelles techniques qui sont moins gourmandes en énergie et qui sont plus performantes. Je voulais aussi simplement vous montrer à quoi ressemble notre salle de contrôle. C'est juste quelques ordinateurs, quelques opérateurs, beaucoup d'automatisation et d'agilité aussi ici. On est loin des grandes salles de contrôle complexes et coûteuses que les gens imaginent lorsqu'on parle de piloter une constellation de satellites. Il faut bien se rendre compte que les coûts opérationnels d'un centre de contrôle de satellites, les coûts opérationnels des systèmes de processing des données, la sécurité et tout ça peuvent vite exploser. Donc c'est fondamental de bien maîtriser ces coûts, de bien les contrôler, trouver les bons compromis, pouvoir maintenir un service qui est très attractif au niveau de son coût.
utiliser aussi les technologies les plus modernes. C'est l'avantage quand on conçoit un système from scratch, hein, depuis zéro, on est capable de faire ses choix et de décider de ses compromis de manière aussi idéale. Donc on a profité de cet avantage-là. Quelques mots sur nos collaborations en Europe. Donc, on a une collaboration stratégique avec Airbus Defence and Space. Ça fait plus de 6 ans qu'on travaille ensemble sur des protocoles de données optimisés. On ne peut pas vraiment utiliser les protocoles terrestres pour du satellite Léo, pour faire de l'IoT. Donc, il faut des protocoles optimisés qu'on a co-développés avec Airbus qui permettent de nombreuses choses. Hein. On a la bidirectionnalité qui est absolument essentielle dans ce domaine pour déployer des software updates. Dans le domaine de la sécurité, c'est essentiel, hein, de pouvoir simplement aussi envoyer des commandes aux objets connectés, ou simplement du point de vue de l'objet, d'avoir un acknowledgement de l'envoi du message. C'est tout des fonctionnalités, tout comme le unicast et multicast, qui sont par défaut embedded, implémentés dans ce protocole. On a de l'encryption aussi de bout en bout, 256 bits AES, et on peut obtenir des latences basses. Notre objectif à terme est d'être bien en dessous de 15 minutes entre le moment où l'objet émet le message et le moment où l'utilisateur le reçoit. Vous voyez ici une deuxième collaboration qu'on a en place avec le CEA. Là aussi, ça fait plusieurs années qu'on développe un chipset propriétaire en bandelle, donc. La bandelle qui est absolument fondamentale dans cette industrie pour être capable d'avoir des toutes petites antennes et d'avoir une basse consommation. Donc, on a réalisé ensemble ce chip qui est intégré dans notre module de communication, qui lui s'intègre dans les différents objets qui communiquent avec notre réseau. Donc voilà, c'était pour illustrer qu'en Europe, eh bien, on a toutes les compétences nécessaires pour réaliser ce genre de projet. Il y a de très nombreux acteurs dans les nanosatellites en Europe. Hein. On n'a rien à envier aux Américains en ce qui concerne les compétences et le nombre de nanosatellites développés en Europe. Et on peut vraiment être fier de la rapidité et l'agilité de l'adaptation en fait, dans ce domaine en Europe qui a permis plusieurs constellations, dont Astrocast, de se démarquer et d'arriver avec des systèmes tout à fait attractifs. Voilà, c'est sur ces mots que je vais conclure ma présentation. Merci de votre attention. Très bien, Fabien, je crois que tu as bien illustré qu'on avait effectivement les technologies en Europe et je pense que ça ferait peut-être partie du débat. Donc, pour parler de technologie européenne, je vais finalement introduire David Henry qui a démarré donc, la start-up Exotrail. Donc, David est titulaire de diplôme d'ingénieur de Polytechnique avec aussi une formation en stratégie d'entreprise. Il a complété ça par un master à Cambridge sur le système industriel, fabrication et gestion. Il a aussi une expérience de l'armée de l'air française. Il a travaillé chez Swiss Space Systems, bien voilà, encore les Suisses, où il a travaillé donc, sur une start-up du New Space. Donc, bravo. Et puis, il a été ingénieur dans le département de la propulsion. Il a travaillé aussi dans une société de capital risque, c'est toujours utile, chez Engine New Venture. Il a créé Exotrail en 2015. Et puis, Exotrail est devenu un leader mondial des solutions de mobilité pour l'espace. Voilà, comme quoi, une petite société peut rapidement prendre une place très importante. Il a grandi et compte plus de 30 employés, avec plus de 17 millions d'euros récoltés et des clients sur 2 continents. Donc, David est à la fois le PDG et le responsable de la stratégie et du management mondial d'Exotrail. David, s'il te plaît. Ouais, merci. Bonjour à tous. Donc, ravi de vous présenter Exotrail. Alors, j'ai quelques slides. Je vois d'ailleurs que les polices, donc, je pense, ne vont pas être les bonnes, donc ça va probablement piquer un peu les yeux. Donc, c'est pas grave. Donc, Exotrail, nous, on est effectivement une start-up de l'industrie spatiale. Et donc, on développe des solutions de mobilité. Et donc, notre objectif, ça va être capable de déployer ces constellations. Et ça va être particulièrement utile dans l'exemple des constellations télécom, et j'y reviendrai en détail. Donc, voilà, rapidement, Exotrail, donc, voilà, alors excusez-moi pour la police, du coup. Donc, rapidement, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ne nous connaissent pas, donc on est une société en France, donc on est une trentaine de personnes, on a levé un peu plus de 17 millions d'euros aujourd'hui, et on travaille avec plusieurs clients et partenaires, dont certains sont autour de
la table, plusieurs investisseurs, dont aussi certains sont autour de la table, et on a été créé en 2015. On a fait une première levée de fonds en 2018, à la suite de quoi on est passé de 5 à 20 personnes en quelques mois. Ça nous a permis de développer une première version de démonstration de nos produits, comme j'en parlerai un peu après. Et on a relevé 11 millions d'euros il y a 4 mois maintenant, et on est aujourd'hui une trentaine à Massy et à Toulouse. Alors, ce qu'on fait, donc, c'est qu'on développe des solutions de mobilité. Et donc, c'est essentiellement, on permet à ces petits satellites de se déplacer en orbite. Et ça, à quoi ça sert? Je prends l'exemple des constellations typiquement en orbite basse dont on a parlé. Des constellations en orbite basse, et notamment télécom, elles ont besoin, pour couvrir l'ensemble de la Terre, d'opérer sur plusieurs plans orbitaux. Et ce qui va remplir finalement, on va vouloir remplir ces plans et ensuite ajouter des plans dès que le premier plan est rempli. Et en fait, nous, l'enjeu de la mobilité est crucial pour ces constellations de petits satellites. Pourquoi? Parce que si vous opérez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plans, vous devez trouver soit des fusées qui vous emmènent sur ces plans-là, ce qui peut potentiellement représenter un coût élevé, parce qu'on parle dans ce cas de lanceurs dédiés, c'est-à-dire plutôt de micro-lanceurs qui vont vous amener à un coût assez élevé sur ces plans. Ou alors, on peut être capable, grâce à des solutions de mobilité, que ce soit de la propulsion à l'intérieur, à l'extérieur du satellite, de passer d'une orbite de lancement à une orbite opérationnelle. Et ça, c'est notre première mission liée à cette mobilité, qui est le déploiement. Deuxièmement, c'est l'amélioration des performances. Donc, on veut permettre de maintenir une couverture, un bilan de liaison, une durée de vie appropriée pour ces satellites. Et donc, ça nécessite certaines technologies autour de la propulsion. Puis, le troisième élément, il a été beaucoup abordé dans les questions que j'ai vu un petit peu sur le chat, mais c'est le sujet de la pollution spatiale, où nous, on a à cœur avec Xotrail de garantir une utilisation du secteur spatial pour longtemps. Et pour ça, on développe, on aide sur le volet technologique, que ce soit le volet hardware, logiciel, pour être capable de garder ces plans orbitaux dont je parlais, utilisables pour soi déjà, quand on est une propre société de télécom, mais aussi pour les autres. Donc voilà, l'objectif, c'est de répondre à ce besoin de mobilité, de mouvement en orbite, afin de permettre ces choses-là, améliorer le déploiement de ces constellations, la performance et la pollution spatiale. Alors, bon, regardez pas trop les slides du coup. L'idée, l'objectif, c'est d'être capable de, comme je disais, essayer de profiter au maximum des capacités de lancement actuelles avec des fusées importantes qu'on appelle rideshare, donc avec des masses importantes, et être capable, grâce à cela, en fait, à partir d'une orbite de lancement, d'utiliser de la propulsion, et on va voir de différentes natures, pour être capable de rejoindre le plan qui convient à notre cas d'usage, l'altitude qui convient à notre cas d'usage, l'anomalie qui convient à notre cas d'usage. Et ensuite, une fois sur cette orbite finale, l'objectif, là encore, grâce à des technologies de propulsion, est d'être capable de bouger pour revenir dans l'atmosphère à la fin de la mission, pour maintenir son orbite avant ça, pour éviter des collisions, etc. C'est vraiment grâce à cela qu'on est capable de garantir ces 3 missions un peu clés. Donc, pour faire ça, beaucoup de gens répondent qu'il faut un propulseur. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut de la propulsion. La propulsion, c'est plus large qu'un objet, qu'un équipement. Et la vision qu'on amène, c'est d'être capable, le long de toute la chaîne de valeur, de la conception de la mission jusqu'à la désorbitation de la mission, en passant par les phases de construction, de lancement d'opération, d'aider nos clients, que ce soit des constructeurs, des opérateurs, avec des solutions, que ce soit des solutions logicielles pour concevoir sa mission, concevoir sa constellation, la déployer du mieux qu'on peut, optimiser le choix de son système propulsif, optimiser les manœuvres, un peu l'équivalent on a Google Maps sur la Terre. L'objectif, nous, c'est d'être capable d'avoir un peu un Google Maps dans l'espace, c'est-à-dire vous voulez aller d'un point A, votre orbite de lancement, à un point B, votre orbite opérationnelle. Il faut trouver au maximum
le meilleur chemin. C'est ça qu'on fait. Et puis, on veut également permettre à des opérateurs qui utilisent des technologies de mobilité, de propulsion, comme l'a dit Fabien, de limiter les coûts opérationnels. Et ça, c'est un enjeu clé qui drive le marché des logiciels d'opération spatiale. C'est que, pour simplifier, si vous avez besoin de 5 personnes en 3/8 pour opérer un satellite géostationnaire, un seul, vous ne remettez pas forcément en question le modèle économique du satellite géostationnaire. Sauf que l'opération de satellite, ça scale assez mal si vous ne faites pas attention. Et si jamais il vous faut toujours les 5 mêmes ingénieurs par satellite sur une constellation qui en fait 60, là, vous remettez en cause ce modèle économique. Et donc, les solutions qu'on amène, qu'on développe, vont être capables d'automatiser cette opération et de gérer certains éléments complexes que sont la propulsion et les manœuvres de constellation au sens large. Et ça, c'est des choses qu'on fait pour tout le monde, pour les petits satellites, mais aussi pour les gros. Et donc, c'est sur ces logiciels qu'on compte comme clients, notamment Eutelsat, entre autres le CNES, etc. Et ensuite, on a la propulsion au sens hardware du terme, c'est-à-dire la capacité qu'on va apporter à un satellite de changer d'orbite. Et encore une fois, dans le cas des constellations télécom en orbite basse, le cas d'usage clé, c'est changer de plan. Comme je le disais, pour remplir 8 plans, et ça, Fabien pourra le confirmer, si vous voulez remplir ces 8 plans, ces 5 plans ou ces 6 plans, le cas primaire, c'est d'aller chercher 5, 6, 7, 8 lanceurs dédiés à chaque plan. Et un lancement Rocket Lab, c'est un micro-lanceur, par exemple, l'ordre de grandeur du prix, c'est environ 40 000 € le kilo, alors que le Falcon 9 lance à 5 000 € le kilo. Donc, la capacité de la propulsion qui va vous permettre de déployer sur ces différents plans, elle peut être là de deux façons. Soit elle peut être à l'intérieur du satellite, et souvent plutôt pour des plateformes à partir de quelques dizaines de kilos, c'est-à-dire des microsatellites ou des smallsats, pour faire les manœuvres soi-même, entre guillemets. Ou alors, si le satellite est soit trop petit pour embarquer ses capacités de propulsion, soit potentiellement un design mature, déjà démontré et répliqué déjà en série, c'est typiquement le cas d'Astrocast, la capacité d'avoir un véhicule externe qui, lui, va transporter embarquer de la propulsion et va également embarquer des nanosatellites pour passer de l'orbite de lancement à l'orbite opérationnelle. Et ça, en fait, ça revient à mettre la propulsion, non pas dans le satellite, mais en dehors, et à donner en dehors, ce système propulsif qui est en dehors du satellite, ses ressources. Et c'est ça qu'on appelle les systèmes de dispenser motorisés. Et ça donne vraiment à Exotrail nos 3 lignes de produits qui s'appellent ExoOps pour nos logiciels, ExoMG pour nos propulseurs et notre Spacelab pour notre véhicule de transfert orbitaux, qui permettent d'adresser ce sujet de la mobilité qui est une tendance marché extrêmement forte parce que c'est ce qui permet de rendre les constellations, de passer du stade du Pathfinder et du démonstrateur aux constellations opérationnelles. Et donc, la dernière slide, c'est que je pense que c'est important de donner un peu deux des éléments qui caractérisent l'approche du New Space. Donc, Damien en avait un peu parlé au début de la présentation. Alors, il y en aurait plein, j'en ai choisi 2. Le premier, c'est qu'on essaye, nous, à Exotrail, constamment d'essayer de maintenir un équilibre entre l'expérience et l'innovation et d'avoir dans notre équipe aujourd'hui, qui est constituée d'une trentaine de personnes, dont un peu moins de 25 ingénieurs, un équilibre entre des gens qui viennent amener l'expérience de la construction, du développement de systèmes spatiaux, de sociétés comme Safran, Thales, Airbus, le CNES, etc. Et également des gens qui précisément n'ont pas cette expérience. Soit parce qu'ils ont une expérience d'autres secteurs industriels, soit, ça arrive moins, mais ça arrive qu'ils ont 1 ou 2 ans d'expérience ou viennent voir sorte d'études, pour avoir la capacité de ne pas faire les choses parce qu'on les a toujours fait comme ça, mais parce que c'est comme ça qu'il faut les faire. Et ça, c'est un élément, c'est ça qui nous permet potentiellement d'avoir des systèmes qui sont construits pour être opérationnels en orbite et pas uniquement pour tenir les qualifications. On a beaucoup de systèmes spatiaux qui à la fin, sont conçus pour tenir un environnement de qualification qui parfois ne sera jamais vu en orbite. Et pour la capacité d'avancer avec une méthode de développement relativement agile. Et puis, la deuxième, c'est une capacité à évaluer, à prendre des risques. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de nos 3 valeurs clés à Exotrail, qui est la prise de risque et le postulat qu'on est tourné vers l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'analyse, au sens qu'elle soit technique, mécanique, commerciale du terme,
L'analyse est précieuse, mais l'analyse a une fonction dans la vie qui est de réduire le niveau de risque. L'enjeu, c'est de comprendre que l'analyse n'annule jamais le risque. Et donc, vous n'arrivez jamais à une décision dans laquelle il n'y a aucun risque. Et donc, l'enjeu est de ne pas se faire écraser par l'analyse et de savoir agir. Parce que souvent, plutôt que de passer 6 mois à analyser, vous aurez passé 1 mois à construire, 1 mois à essayer, 1 mois à rater, 1 mois à construire, 1 mois à réussir. Finalement, vous aurez réussi plus vite. Et ça, je pense que c'est un deuxième élément qui caractérise l'approche. Voilà, je vais finir là-dessus, Didier. D'accord, je te remercie. Bon, je pense qu'on a eu des exposés très complémentaires et qui montrent qu'en fait, on a pas mal d'atouts en Europe. J'ai vu apparaître, mais je n'ai pas eu le temps de toutes les analyser, bien sûr, un certain nombre de questions-réponses intéressantes. Il y a évidemment des questions qui concernent la problématique des débris. Je pense qu'il y en a pas mal, en fait, sur ce sujet-là. Il y en a qui demandent, par exemple, quel est l'impact environnemental de cette course aux constellations. Il y a une pollution visuelle dont on a entendu parler avec Starlink, encombrement de l'espace, puis de la prolifération des déchets spatiaux. Alors, je pense que, effectivement, David a un petit peu expliqué quelles technologies on pouvait envisager pour aller nettoyer, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que Fabien, par exemple, et Hervé pourraient nous donner un commentaire sur, justement, les constellations et les risques associés du point de vue débris? Avec plaisir. Vas-y Fabien, si tu peux dire quelque chose, et puis peut-être Hervé. C'est une question sur laquelle je suis très sensibilisé, parce que lors de l'envoi de notre premier satellite, on recevait régulièrement des messages de la NORAD nous informant de potentielles collisions. Alors évidemment, les risques de collision sont extrêmement faibles toujours aujourd'hui, mais c'est une problématique qui augmente, qui devient de plus en plus, je dirais, importante à considérer sérieusement. Et nous, on pense que c'est important déjà de le gérer au niveau des satellites. Les satellites doivent être capables de se désorbiter, en tout cas en LEO. Et on pense que c'est très important de soutenir tous les efforts. Il y a beaucoup d'efforts, des startups, des nouveaux projets qui se déploient dans ce sens-là. Et c'est aussi un effort qui doit être coordonné, non seulement au niveau européen, mais au niveau mondial, pour arriver avec des nouvelles lois qui aient du sens, qui permettent de réguler cette problématique qui est grandissante. D'accord. Je ne sais pas, Hervé, par exemple, un commentaire sur les risques de bris. Je n'ai pas beaucoup de commentaires supplémentaires sur ce sujet. Je pense que ça a été bien expliqué. Donc, les satellites sont... On peut apprendre, ils ont l'obligation de désorbiter aussi en fin de vie. Alors, en France, c'est une loi, oui. Donc, la problématique, c'est que c'est un problème géré au niveau national pour le moment. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les guidelines de l'Agence spatiale européenne qui disent très clairement qu'une mission doit être en basse orbite, doit être désorbitée 25 ans après la fin de la mission. Et la France a décidé d'en faire une loi. Dans d'autres pays comme la Suisse, ce n'est pas encore une loi. Hein, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un effort qui doit être fait au niveau du législatif pour inciter les opérateurs à implémenter des capacités de désorbitage. Ok. Il y a un certain nombre de questions aussi intéressantes sur la 5G et les satellites. Je pense suite à l'exposé d'Hervé. Je pense que ça peut aussi rebondir sur la question des standards. Est-ce que les standards vont s'imposer dans le domaine des communications spatiales? Donc, on a appris qu'effectivement, la 5G pouvait servir à remplacer les systèmes VSAT. Est-ce que c'est un point de vue partagé par Johan en tant qu'opérateur? Est-ce que c'est une vision aussi que Fabien peut envisager que les systèmes standardisés remplacent à terme les systèmes IoT propriétaires? La standardisation, c'est un enjeu pour abaisser le coût de la solution. Hein. On regarde beaucoup le coût de l'infrastructure satellite proprement dite. Donc, c'est le coût des satellites, de leur lancement et du réseau sol qui permet de les faire fonctionner. Mais avec l'amélioration des technologies côté satellite, la partie sol, et notamment l'équipement utilisateur, va représenter une part de plus en plus grande du coût total du TCO, comme on dit, de la solution, et la standardisation est le moyen le plus efficace pour générer les volumes qui permettront d'abaisser les coûts et de permettre aux satellites d'être une solution compétitive, de rester une solution compétitive dans la durée
par rapport aux solutions terrestres. D'accord. Quelqu'un demande si les systèmes 5G, et je pense qu'on peut inclure aussi 4G, narrowband IoT, LTE-M, vont tuer les systèmes mobile, services classiques comme Thuraya, Iridium, justement. Fabien, ou un commentaire là-dessus, ou Hervé? Alors, vous avez choisi propriétaire, vous? Oui, nous, on a choisi propriétaire, tout à fait. Bon, si on prend déjà la problématique du maritime, hein, tout ce qui est sur les océans, ça va être difficile de… Donc, disons, ce qu'on considère, c'est qu'à court terme, c'est possible d'arriver avec des solutions très élégantes, à bas coût, basse consommation, comme j'ai décrite, pour résoudre cette problématique de connecter des objets au niveau global à faible coût. Maintenant, sur le long terme, il se peut que les standards IoT de la 5G puissent être gérés par des satellites. Mais aujourd'hui, nous, de notre point de vue, on a fait des analyses sur la complexité au niveau des satellites, hein, de la gestion des différentes fréquences, etc. En tout cas, sur des plateformes smallsat, nanosat, c'est très difficile. Et on pense qu'il y a une magnifique opportunité à court, moyen terme pour… avec une approche similaire en fait, au système existant comme Iridium, Globalstar et autres, mais complètement disruptive dans son pricing et ses performances en termes de puissance de consommation, etc. Est-ce que Hervé peut faire un commentaire? Je peux dire en complément, je pense effectivement que la menace est plus moyen-long terme que court terme, pour les raisons évoquées. Bon, de toute façon, il faut effectivement que le standard soit adopté, que les terminaux soient disponibles, déployés, puis que les réseaux et les satellites aient intégré tout ça. J'ai posé la question à Matt Desch, donc le PDG d'Iridium, pour justement voir quelle était sa réaction. Je l'ai senti relativement serein sur cette question à court moyen terme. Je pense qu'il est assez d'accord sur le fait que quand ces standards s'imposeront, ils permettront, comme l'a dit Johan, de baisser drastiquement les coûts et ils se généraliseront. Mais en tout cas, il n'était pas du tout inquiet sur son business à court moyen terme. Alors, en écoutant l'exposé d'Hervé, j'ai bien compris que la 5G pouvait être considérée aussi bien pour les applications fixes que pour les applications mobiles. Et je pense aussi que faire du fixe comme un VSAT avec une liaison 5G, c'est assez facilement réalisable. Donc, qu'en est-il d'une communication directe avec les smartphones? Ça serait vraiment le rêve, une constellation qui irait directement avec les smartphones, sachant qu'aujourd'hui, les constellations qu'on a vues sont toutes des constellations de services fixes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans un avenir proche, moyen, long terme? On peut l'imaginer. Enfin, les bilans de liaison le permettent. C'est faisable hein, pour du VeriLEO, enfin, donc pour des satellites à 600 km d'altitude. Simplement, effectivement, on n'aura a priori pas un modèle économique qui permettra d'avoir à la fois la communication avec un terminal et puis je dirais des niveaux de débit très élevés et tout ça pour des coûts d'accès très compétitifs, quoi. Donc je pense que la combinaison de toutes ces choses-là en même temps, on ne voit pas un avenir court terme sur ce genre de choses. Donc, tu pourras avoir de l'accès direct à partir d'un terminal mobile, ça paraît faisable, mais ça sera plutôt du narrowband. D'accord, oui, je pense que c'est réaliste. Alors, on peut parler un tout petit peu de l'Europe, surtout qu'on n'a pas forcément encore beaucoup de temps. Est-ce que quelqu'un peut expliquer, peut-être Damien ou Hervé à nouveau, en quoi une constellation peut permettre un réseau quantique? Ça a l'air d'être une question que plusieurs personnes se sont posées en écoutant Damien. Si je peux commencer, puis peut-être je ferai compléter. Non, je pense que en tout cas à court terme, à l'échelle de temps dont on parle, parce que cette constellation, si l'étude se réalise en 2021 et admettons qu'elle soit lancée en 2022, on n'aura pas accès aux technologies de communication quantique. En revanche, peut-être que ce qu'on pourrait commencer à explorer dans ce cadre-là, c'est les clés quantiques, quoi. C'est la distribution de clés quantiques. C'est plutôt ça, je pense, le type de service qu'on pourrait imaginer à cette échelle de temps-là. Et encore, enfin, je dirais que ça serait le démarrage de ce type de service. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Damien, mais…
D'accord avec toi, Hervé. Aujourd'hui, donc la distribution de clés quantiques qu'on appelle QKD, elle a déjà été prouvée de manière expérimentale par les Chinois qui ont un satellite qui opère aujourd'hui et qui est capable en effet d'assurer par phénomène quantique une distribution sécurisée de clés qui peuvent ensuite être utilisées sur des réseaux classiques. Donc ça a déjà énormément d'intérêt et donc on peut voir ça à plus court terme qu'en effet des communications absolument quantiques qui, elles, vont devoir nécessiter des développements technologiques plus importants et plus longs. Alors sur l'Europe, j'ai des questions un petit peu inquiètes. Comment peut-on faire face à des grands acteurs américains, voire chinois, qui n'ont pas pour objectif d'être rentables, commercialement parlant? On a expliqué que finalement, pour eux, ce n'était pas important. Est-ce qu'ils risquent pas de tuer la concurrence? Donc, comment répondre à ça? Il suffit d'avoir le même objectif qu'eux. Non, mais je plaisante à moitié. Si on prend un projet comme Galileo, il est tout sauf rentable. Galileo, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de rentabilité autour de Galileo. En revanche, c'est un vrai sujet de souveraineté européenne. Le fait de pouvoir localiser des objets et des personnes de manière certaine et avec des applications qui ne sont pas uniquement des applications civiles au passage, mais qui sont aussi des applications militaires, c'est un vrai sujet de souveraineté européenne. Pour autant, Galileo ne représente pas un modèle économiquement viable si tu le regardes uniquement sous le prisme de la rentabilité. Et en revanche, la rentabilité est offerte pour l'écosystème, puisque grâce à Galileo, des tas d'applications peuvent exister et elles être rentables. Donc finalement, pour une institution, c'est pour l'intérêt finalement du territoire qu'elle couvre que de développer ce type d'infrastructure. Si je peux compléter, une condition nécessaire, me semble-t-il, pour tenir la dragée haute face à des acteurs qui ont des objectifs de rentabilité différents, c'est d'essayer d'être plus intelligent. Et dans le cadre de l'étude qui a été commandée par la Commission européenne et dont Hervé parlait, ce qui est positif, c'est que la Commission ne fonce pas tête baissée sur l'idée qu'une constellation Léo, à elle toute seule, pourrait répondre à l'ensemble des besoins. Elle est ouverte, et je pense que c'est une bonne chose, à l'idée que la solution vient peut-être de la combinaison de différentes orbites, du LEO plus du GEO, qui permettrait potentiellement d'obtenir des solutions plus compétitives qu'une solution purement LEO. Ceci me fait rebondir d'ailleurs sur une question. Quelqu'un a bien noté, j'avais vu ce chiffre aussi, que la constellation de Starlink, donc de SpaceX, elle propose des services aujourd'hui à 99 € par mois, plus le terminal à 499 $. C'est cher, quoi. C'est pas du tout compétitif par rapport aux solutions fixes et c'est pas non plus compétitif par rapport aux solutions géostationnaires. Donc, je pense que ça permet de voir que le géostationnaire a encore un rôle à jouer. Enfin, je ne sais pas si vous voulez commenter. Et puis, ça montre aussi que la rentabilité, elle n'est pas gagnée pour les constellations en broadband. Ce qu'on peut même ajouter, si je peux me permettre, Didier, c'est qu'il est probable que leur terminal leur coûte plus cher que le big en fait. Beaucoup plus cher. Coûtait de l'ordre de 4000 $, je pense, le terminal. Folie, donc, après, si je peux me permettre, mais je pense que c'est aussi les prix de la bêta maintenant. Et les Tesla Roadster, elles coûtaient 150 000 $ il y a 10 ans. Les Tesla Model 3, elles coûtent 35 000 $ maintenant. Donc, voilà, c'est vrai aussi. Et j'ai vu aussi, alors je sais pas quelle est la quantité de sérieux à apporter à cette information, mais que potentiellement Kuiper voulait fournir du réseau gratuitement. Ce qui évidemment est justifié parce qu'il y a des intérêts secondaires chez Amazon. Ce qui, je pense, la question du prix, en fait, et l'exemple d'Amazon est le bon, et je crois que c'est Damien qui l'a cité, mais le fait que des acteurs développent des réseaux avec un intérêt secondaire à ce que ces réseaux se développent, ça, c'est très nouveau et potentiellement assez inquiétant pour des acteurs plus legacy en réseau sol. Voilà, D'accord. Didier, je voulais juste dire, comme je l'évoquais dans ma présentation, le coût du Léo est bien supérieur à celui du Géo, mais il faut s'attendre dans la décennie qui vient à ce que les coûts baissent plus vite en Léo qu'en Géo. Donc, quand on investit sur du long terme ou du très long terme, il ne faut pas ignorer ce paramètre.
Non, je crois qu'on a tous vu à quel point les technologies avancent très très vite. D'ailleurs, j'ai connu le mobile depuis longtemps, où là, ça a évolué très vite dans le mobile, alors que le spatial évoluait. Et les sociétés, les GAFA, qui seront très puissants, quoi. Est-ce que c'est pas, de certains côtés, un risque? Oui, c'est probablement un risque. Un commentaire là-dessus. Mais c'est aussi une opportunité, je pense, de baisser les coûts de manière drastique. Je pense qu'on a couvert, je n'ai pas vu toutes les questions, mais on a beaucoup couvert les sujets que je vois dans les questions. Je ne sais pas si on peut peut-être arrêter, d'autant plus qu'on arrive déjà à avoir dépassé de 5 minutes. Voilà, à moins que quelqu'un ait une autre question. Bon, il y a des questions plus fondamentales sur la qualité de service des satellites Géo, Léo. Bon, évidemment, le Léo permet d'améliorer certains points de délai, par exemple. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous remercier. Je pense que vous avez permis de couvrir ces sujets de manière très variée. Et j'espère que ça a permis à beaucoup d'entre vous, des participants, de suivre les évolutions incroyables du domaine, et je pense que ça appellera à d'autres conférences du même type. Alors, je voudrais déjà aussi faire une remarque concernant les activités justement de ce type-là. Il va y avoir, alors je vais partager la planche de manière plus propre, voilà, celle-là, voilà. Il va y avoir d'autres séminaires organisés par Télécom Evolution. Le prochain dont je voulais vous indiquer, c'est sur un sujet un peu différent, c'est les innovations de rupture dans le transport public. Ça sera le même format, un séminaire d'1h30, et ça sera mardi 26 janvier. Voilà. Donc, comme je disais, je voulais vous remercier, vous tous, et puis le nombre de participants que j'ai vu tout à l'heure était assez impressionnant, puisqu'on est monté à plus de 200 et on est encore 143, donc je trouve que c'est très satisfaisant. Je pense que ça a montré qu'il y avait un intérêt réel pour vos exposés et le domaine du spatial en général. Il me reste à vous souhaiter de vous remercier d'avoir participé à cette soirée et de vous souhaiter une excellente soirée. C'est l'heure d'aller.